Bonjour tout le monde. Voici la deuxième partie de la vidéo française du P-Star. Euh, Ceux qui regardent ceci, j'imagine que vous avez déjà vu la première vidéo. Je ne vais pas m'éterniser. Commençons directement. Alors, bonjour. Commençons avec le petit plan de leçon pour la journée. On va voir les aérodromes, l'équipement, les responsabilités du pilote, la turbulence de sillage et de l'aéromédical. Par après, ça se peut qu'on check ce qu'on voit pour la prochaine séance. Vraiment, c'est des termes qui ont presque rien à voir entre eux. C'est juste des termes généraux qu'il faut savoir pour le P-Star. Commençons avec les aérodromes. Alors, c'est quoi un aérodrome? L'aérodrome, là, c'est juste quelque part où on peut atterrir. Ça peut être de la terre, ça peut être de l'eau, c'est n'importe où que c'est possible d'atterrir. Ceci inclut comme 99% du Canada. Euh, si moi je pilote puis je vois du gazon à terre, que ça a l'air bien, c'est un aérodrome. Ouais. Ça inclut les installations. On va dire l'aérodrome, c'est pas juste la piste, ça inclut aussi tous les buildings, toutes les accommodations nécessaires, tout le parking lot, whatever. Un aérodrome recommandé, c'est quoi ça? C'est un aérodrome inspecté pour garder la sécurité et c'est dans le CFS. Le CFS, le petit bleu, le Canadian Flight Supplement. On l'a vu, on en a parlé une couple de fois à date. Essentiellement, ça veut pas dire qu'il est super bon, mais ça veut dire qu'il existe puis il a été inspecté minimum. Il est correct. Euh, on voit le petit chien aujourd'hui. Petit, petit chien. Pardon, on recommence dedans. Je m'excuse. J'ai été. M'a pris l'attention. Cool. Oui, c'est l'aérodrome recommandé, il est dans le CFS. Finalement, un aérodrome certifié, c'est la même chose qu'un aéroport. C'est un aérodrome qui a tous les standards nécessaires. Ok? Essentiellement, ça veut dire qu'il y a une tour de contrôle, il y a le gazon est coupé à une telle longueur, il y a tout plein de règles qui considèrent un aéroport versus un aérodrome. Un aérodrome certifié, ça veut dire qu'il qualifie sur toutes ces règles-là. Dans le CFS, il va y avoir le mot cert dessus pour certifier. Cool, continuons. Euh, Voici les opérations de l'aéroport. On va commencer, ça va être essentiellement ce qui se passe dans un aéroport, ce qu'il faut faire. Alors, si on veut opérer un véhicule dans un aéroport, voulant dire comme un char ou quelque chose comme ça, il faut l'autorisation de l'opérateur ou le propriétaire. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il faut juste savoir qu'il faut l'autorisation de la personne. Des fois, à des aéroports, il y a comme des. Il faut faire partie du club pour conduire son auto sur l'aéroport. Il y a toutes des règles différentes. Mais il faut l'autorisation de l'opérateur. Si on pilote en haut de l'aéroport, il faut rester au-dessus de 2000 pieds AGL. À moins qu'on décolle ou on atterrisse. AGL, n'oubliez pas, ça veut dire au niveau du sol. L'aire de manœuvre et les marques au sol. Alors, l'aire de manœuvre, c'est tout ce qui veut dire, c'est tout ce qui est pour la circulation, le décollage ou l'atterrissage. J'ai une question dans le pisteur, c'est comment le décrire. C'est ça. Toute aire de circulation, décollage ou atterrissage. Alors, pour les numéros de piste, toutes les pistes ont c'est deux chiffres, right? 1 ou la piste 2-7 ou la piste euh, 3-2, par exemple. Pour trouver ce numéro de piste-là, ce qu'on fait, c'est on trouve où est-ce que la piste se pointe. Alors, disons que la piste pointe 278 degrés. N'oubliez pas, cercle c'est 360 degrés, 0 degrés ou 360 c'est le nord, 180 c'est le sud, et ainsi de suite. Alors, 278, c'est un peu plus que l'ouest. Euh, alors, disons, on a une piste qui pointe un peu plus que l'ouest, qui pointe à 278 degrés. Ce qu'on fait, c'est on arrondit au dixième le plus proche, alors 280 degrés, et on enlève le zéro. Alors, ce serait juste 2,8. J'espère que c'est pas mal clair. Et de l'autre côté, dans ce cas-ci, 278 degrés, de l'autre côté, ce serait 98 degrés qui pointe. Alors, dans ce cas-là, serait proche de 100 degrés, voulant dire que c'est la piste 1-0. Cool. J'espère que ça fait du sens pour vous. 90, par exemple, ou un numéro à juste deux chiffres et non trois, on fait juste dire 0,9 par exemple pour 90. Ou c'est 30 degrés, on dit 0,3. On peut pas aller plus que 36 que 3,6 pour les pistes parce que bien sûr 360 degrés. Si une piste est fermée, il y a un gros X jaune ou blanc dessus. C'est bizarre parce que techniquement c'est supposé être un X blanc pour une piste puis
un X jaune pour une voie de circulation, si c'est fermé. Mais j'ai trouvé des images de pistes fermées avec un jaune, un X jaune. Sachez, un, généralement blanc pour piste, généralement jaune pour voie de circulation. Si une ligne continue au début de la piste, ça veut dire de tenir à l'écart. Tenir à l'écart, on l'a mentionné dans la vidéo, ça veut dire de ne pas encore rentrer sur la piste, d'attendre à l'écart de la piste. S'il n'y a pas de ligne, et on nous a demandé de tenir à l'écart, ou il faut le faire pour quelconque raison, on reste à 200 pieds du début de la piste. Regardons ce que ça veut dire. Alors, en haut à gauche ici, on a le X que j'ai mentionné sur la piste. Ça veut juste dire la piste est fermée, n'atterrissez pas dessus. Je pense que c'est pas mal clair de ne pas atterrir dessus. Euh, pour ceux qui conduisent ou qui. Si vous voyez vos parents conduire, là, vous pouvez voir que sur la route, s'il y a une ligne pointillée au centre, on peut I guess, la croiser ou passer à travers. Ici, c'est une ligne pleine, on ne peut pas. C'est la même idée pour l'aviation. Dans ce cas-ci, on a des lignes pleines et des lignes pointillées. On peut passer du côté des lignes pointillées, mais il faut attendre du côté des lignes pleines. Jusqu'à ce qu'on a. Alors, c'est ça, une ligne de tenir à l'écart. Ici, j'ai ajouté comment lire un bas de vent. Oui, un cône de vent. Le mot en français, je ne le connais pas exactement. Essentiellement, il y a toujours 5 parties. Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Ben, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Ou orange, ou des fois il y a bleu. Essentiellement, ces 5 parties-là, ils veulent dire des nœuds. On a vu déjà pour le vent, par exemple, des nœuds, c'est une catégorie de vitesse, une unité de vitesse. Alors, si sur le compte de vent, seulement un seul est droit, ça veut dire que le vent est à 3 nœuds. 2 sont à 6, 3 sont à 9, ainsi de suite. Euh, Bien sûr, on ne sait pas si comme si le vent est à 16 nœuds ou à 25, on ne sait pas. C'est juste plus que 15. Euh, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur cela. C'est vraiment utile, un compte de vent, ça nous indique la direction que le vent pointe. C'est vraiment utile. Allons des exemples de questions. Vous voyez, ça va assez rapidement, là. On est déjà dedans. À l'exception des décollages et des atterrissages, aucun aéronef ne survolera un aérodrome à une altitude inférieure de 2000 pieds AGL, 1500 pieds AGL, 1000 pieds AGL ou 500 pieds AGL. On l'a déjà vu, ce serait 2000 pieds AGL. La direction du vent à sec, à l'horizontale, indique une vitesse de vent d'au moins. Alors, c'est ça que je voulais dire. Le compte de vent, en français, c'est un indicateur standard de direction de vent à sec. Euh, Quand c'est horizontal entièrement, on a vu, ça veut dire. Il y a 5 sections, alors. Il y a 5 sections fois 3. 3, 6, 9, 12, 15. Et si c'est plus qu'horizontal, ben, si c'est horizontal, ça veut dire que c'est soit 15 ou plus. Dans ce cas-ci, on sait que c'est réponse 2, 15 nœuds. Regardons en dessous de moi ici. L'extrémité ouest d'une piste orientée est-ouest porte le numéro quoi? Alors, quand on dit ça, ça veut dire que, imaginons, sur une carte, la piste est un peu comme ça. On a le côté pour vous, ça c'est le côté est, et pour vous c'est le côté ouest, ça. Alors, ce point-là, il pointe vers là-bas. Sur un cercle, ça c'est 0, 90, ah bon, 0, 90, 180, 270. Oui? Alors, de ce côté ici, euh, il pointe vers 270. L'extrémité ouest, alors dans ce cas, celui ici, pointe vers lui, pointe vers 90. Euh, alors on a dit, quand c'est deux chiffres, on fait juste enlever le 0 à la fin. Et on ajoute un 0 au début. Voulant dire que dans ce cas-ci, l'extrémité ouest d'une piste est-ouest est orientée vers 90 degrés, voulant dire qu'elle portera le numéro 09 ici. Et ici, ce serait 27. Parfait. Et regardons où ma tête cache. Un aéroport est un aérodrome doté de pistes en asphalte, un aérodrome de contrôle, un aérodrome non certifié, un aérodrome certifié. Pistes en asphalte, ça peut être n'importe où. Sorel, c'est un des aéroports le moins contrôlés que j'ai vu de ma vie. Puis des pistes en asphalte. Tour de contrôle, pas nécessairement. Il peut y avoir une tour de contrôle sans y être un aéroport. Non certifié, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'un aéroport, c'est un aérodrome certifié. Ce serait réponse 4. Parfait. Continuons directement. Parlons de l'équipement qu'on a besoin dans l'avion.
Alors, dépend. Ben, l'équipement, les documents, quoi que ce soit. Euh, Dépendamment de la personne, ça se peut qu'il y ait des acronymes différentes. Moi, j'aime l'acronyme CP Rail, comme la compagnie de train. Et pour la deuxième acronyme, moi, j'ai inventé ça. Chat, devenu un chat, mais comme écrivez-le la pire façon possible. Euh, Voici l'information, ce qu'on a besoin pour piloter en termes de documents avec nous dans l'avion. On va dire 1. Du carnet de route, lorsqu'il est prévu que l'aéronef atterrisse et fasse un arrêt moteur à un endroit autre que le point de départ. Euh, en, en anglais, on dit logbook. Alors, carnet de route. P pour le POH, ou le manuel de vol d'aéronef, ou un document équivalent. Le POH, essentiellement, c'est juste euh, Pilot Operator Handbook. C'est le livre qui indique au pilote comment utiliser l'avion correctement. C'est un peu comme dans vos chars, ben pas dans vos chars, mais dans le char de vos parents. Dans le compartiment avant, il y a comme le livre du char. Ah, ok, cette lumière-là, ça veut dire quoi? Vous ouvrez, vous allez à la page. C'est exactement ça, c'est le POH. Euh, la responsabilité ou la preuve d'assurance, c'est juste l'assurance, il faut savoir ça. L'autorité de vol, alors certificat de navigabilité ou permis de vol. Ça, c'est un permis qui dit que l'avion est légal à voler parce qu'il était comme il est correct. Et deux, les inspections récentes pour dire que l'avion est légal à voler. Immatriculation et son certificat. Immatriculation, si on l'a vu, c'est juste les lettres qui déterminent l'avion. Alors il faut le certificat d'immatriculation, euh, ainsi que l'immatriculation évidemment. Et les d'équipage. Euh, alors moi, par exemple, moi j'ai ma licence radio, d'opérateur radio et ma licence de pilote. Alors moi, si je veux piloter, il me faut ma licence d'opérateur radio et ma licence de pilote avec moi ou atteignable, faudrait dire. Et si je pilote avec d'autres personnes, disons que j'ai un copilote, que lui aussi a sa licence radio opérateur ou quoi que ce soit, lui aussi doit avoir ses documents. Parfait. CP Rail. Carnet de route, POH, responsabilité, autorité de vol, immatriculation et licence. Allons à l'équipement nécessaire. Alors ça, c'est l'équipement qu'il faut légalement avoir, le minimum, pour faire du vol VFR de jour. VFR, ça, j'ai pas trop parlé à date, mais du VFR, ça veut juste dire Visual Flight Rules. Ce qui veut juste dire, moi, je pilote et je peux me référer basé sur mes yeux, sur ce que je vois. J'ai pas besoin de mes instruments, j'ai pas besoin de mes instruments, là, mais c'est pas ça qui dicte comment je vole, c'est plus qu'autre chose, mes yeux. Alors tout ce qu'il faut avoir, légalement, le minimum, c'est un système d'indication magnétique de direction ou un compas. Alors essentiellement, juste une façon de savoir est-ce que je pointe vers le nord ou non. Une horloge, un anémomètre, un altimètre. Un anémomètre, on l'a pas vu, c'est. Ben, on l'a pas vu avec vous, j'espère à la part vous savez c'est quoi ce point-ci. Un anémomètre, c'est juste. Ça dit votre vitesse. Alors sur un char, là, ça dit vous allez à comme 100 km/h par exemple. Dans ce cas-ci, même chose. C'est l'altitude. Cool. Alors CP Rail et chat. Système d'indication magnétique ou compas. Horloge, anémomètre, altimètre. Parfait. Continue avec la suite. Alors, l'équipement d'urgence, ça c'est l'équipement qui est essentiellement quand on va en survie par exemple, des first aid kits, des tentes, quoi que ce soit. Ça c'est nécessaire si on va à plus de pratique de l'emplacement du décollage. Je pense que c'est clair ça. Si on va plus loin de ça, on a de l'équipement avec nous. Il faut aussi savoir ça, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans la dernière vidéo. La fréquence d'urgence est de 121.5 MHz. Parfait. Si on décolle ou on atterrit sur l'eau avec des hydravions, il faut un gilet de sauvetage approuvé par personne dans l'avion. Minimum. Dans un vol de nuit, drôle. Avec des passagers, il faut avoir un fort d'atterrissage en bon état de fonctionnement. Avec des passagers seulement, bizarrement. Si on est tout seul, on peut atterrir quand on veut. Ben, avec la lumière qu'on veut, ou pas de lumière. C'est bizarre. Il faut atterrir sur un aérodrome illuminé. Alors, il faut que l'aérodrome soit fait pour atterrir dessus la nuit et ait des lumières. Maintenant, parlons de l'oxygène supplémentaire. Euh, L'hypoxie, on va en parler dans la section aéromédicale, me semble. Mais on ne peut pas rester plus que 30 minutes entre 10 000 pieds et 13 000 pieds ASL sans oxygène supplémentaire. C'est quoi que ça veut dire ASL? ASL, c'est au niveau at sea level. Alors, voulant dire, c'est pas au niveau du sol, parce que le sol peut bouger, right? Il peut y avoir une montagne ou non. 10 000 pieds ou 13 000 pieds, c'est ASL. La raison pourquoi il y a des restrictions d'altitude comme cela, c'est que quand on monte en altitude, il y a moins d'oxygène.
Euh, alors, si on reste entre plus que 30 minutes, entre 10 000 et 13 000 pieds, il n'y a pas assez d'oxygène pour rentrer au cerveau pour nous faire, comment je pourrais dire ça, être conscient ou bien piloté. Et c'est illégal d'aller plus haut que 13 000 pieds à SL sans un masque d'oxygène. Point. On ne peut pas y aller plus haut que 13 000 pieds. Euh, Sans oxygène. Dans la part des gros avions que vous pilotez, si vous êtes déjà pas piloté, volé dans un gros avion, ça c'est pressurisé, il y a de l'oxygène supplémentaire qui est donné à tout le monde en même temps. Ça c'est différent. Dans un avion sans oxygène supplémentaire ou pressurisation, illégal d'aller à plus que 13 000 pieds et illégal d'être à plus que 30 entre 10 000 et 13 000 pieds. Un enfant à bas âge, il faut savoir ça pour le P-Star, c'est un enfant ayant moins de 2 ans. Il faut juste savoir ça. Un enfant de moins de 2 ans. Et si il faut une ceinture de sécurité, on n'a pas une ceinture de sécurité autour de l'enfant. L'enfant est tenu dans les bras de quelqu'un qui a une ceinture de sécurité autour d'eux. Pas les deux, autour de juste la personne, et cette personne-là tient l'enfant. Parfait. Allons direct dans la question. Il n'y a pas trop de matière. La fréquence VFR internationale d'urgence est, si on l'a vu, je vous laisse 2 secondes y passer, 121.5 MHz. Alors, ce serait numéro 1. Le pilote ne doit piloter l'aéronef non pressurisé pendant plus de quelque chose à une altitude compromise entre 10 000 et 13 000 pieds ASL, à moins que chaque membre de l'équipage de conduite dispose d'une réserve d'oxygène et d'un masque à oxygène immédiat accessible. Alors, combien de temps on peut rester entre 10 000 et 13 000 pieds? 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures? On vient de le voir, dans ce cas-ci, ce serait 30 minutes. Alors, ce serait réponse 2. Je crois en dessous de moi ici. Quel système d'instruments de vol et d'équipement sont requis dans un aéronef entraîné par moteur pour un vol VFR de jour? Un système d'indication magnétique de direction au compas et quoi? Euh, on a vu que l'acronyme c'est SHA, right? Système de direction au compas. H, c'était quoi dans ce cas-ci? H, c'était horloge. A, altimètre. Et l'autre A, anémomètre. Alors, regardons nos options. On sait déjà que le S est là. Alors, ce serait option 1. Anémomètre, altimètre et horloge. Option 2. Anémomètre, indicateur d'assiette et indicateur de cap. 3. Anémomètre et altimètre, variomètre, indicateur de virage et d'inclinaison latérale. Et ou 4. Indicateur d'assiette, variomètre, indicateur de virage et d'inclinaison latérale et indicateur de cap. Moi, la façon que je fais ça, c'est. Ok, je sais que F c'est horloge, alors ça doit être soit 1 ou 3. Et la différence dans les deux, c'est qu'il y a D et E dans le 3. Alors regardons D, E. D c'est le variomètre et E c'est l'indicateur de virage et d'inclinaison latérale. Ça, c'est pas nécessaire. Pour ceux qui suivent pas le cours, ça se peut que vous savez pas encore c'est quoi ces instruments-là. Je vais essayer de faire un cours d'instruments quand je reviens, ou quand je finis le pisteur. Mais pour ceux qui font leur cours, vous savez très bien qu'un variomètre est un indicateur virage d'inclinaison latérale. C'est le fun, mais c'est l'information un peu redondante. Un variomètre fait juste vous dire la vitesse à laquelle vous descendez. Et vous pouvez techniquement calculer ça avec un altimètre tout seul. L'indicateur de virage d'inclinaison latérale, ben ça, c'est possible de trouver cette information-là en regardant dehors. Et si on a envie de faire de jour, on a cette information-là. Alors c'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, la réponse c'est 1. Il faut le système ainsi que l'anémomètre, l'altimètre et l'horloge. Parfait. Regardons la dernière question ici. À l'exception des avions ultra légers et des ballons, lors d'un vol, quel document doit se trouver à bord d'un aéronef privé immatriculé au Canada et équipé d'une radio? Les documents A, B et lesquels? Ok, A et B, voyons c'est quoi. Autorité de vol et certificat d'immatriculation. Alors, on a vu CP Rail. Dans ce cas-ci, le A et le B nous donnent déjà le A et le I. Alors, C-R-A-I-L, ça nous donne 6. On a déjà 2 sur 6 de fait. Il en reste 4. Ça ne donne pas trop d'indices parce que les 4 options ont 4 lettres. Alors, checkons. CP Rail, le C, c'était quoi? C'était certificat de navigabilité. Non, pardon. Carnet de route. Je m'excuse. Carnet de route. Alors, on sait que le G doit être dedans. Dans ce cas-ci, ça nous donne 2. Ça nous enlève le 2. Réponse 2 a pas de G dedans. Alors, c'est 1, 3 ou 4. Cool.
Le P, c'était quoi? POH, right? POH, il est pas. Oui, ce serait le E. Manuel de vol d'aéronef ou un document équivalent. Moi, j'ai pas mis. Ils ont pas mis POH là-dedans, mais sachez que c'est un POH. Alors, lequel a le G et le E? G et E, c'est une donne. Ok, les trois restants, ça nous a pas trop aidé. R, c'était responsabilité et preuve d'assurance. Alors, ce serait le H. Alors, lequel a un D, E et H. Non, pardon. Un G, H et E. Dans ce cas-ci, ce serait 4 et 3. Euh, non. Oubliez ça. Le H, c'est juste 4. Alors, ça me donne que notre réponse, dans ce cas-ci, c'est 4. D, E, G, H. C'est un peu long. Évidemment, c'est plus long parce que je le dis. Dans votre tête, ça va être un peu plus facile. Je vais être honnête avec vous, là. Moi, ce que j'ai appris pour le P-Star, c'est que la réponse, c'est D, E, G, H. Deg-H. Ça veut rien dire, mais c'est juste, j'ai mémorisé ça pour pas avoir besoin de toujours le chercher. Parce que dans le P-Star, ils ont toujours les mêmes options de réponse. C'est pas nécessairement toujours réponse 4, mais c'est toujours DEGH. Je cherchais DEGH. Mais sachez ça. Continuons. Alors, parlons des responsabilités du pilote. Je m'avance une descendre les deux prochains slides. Le texte est à la droite, alors je vais le mettre ici. PIC. Le PIC, c'est un terme assez utile. Ça veut dire pilote en commande. Ben, le pilote commandant de bord. En anglais, pilot in command. Le PIC s'assure constamment, à tout temps, à chaque seconde, de la responsabilité, de la sécurité. Et c'est sa responsabilité de regarder tout ça. Je vais checker si j'ai pas manqué d'informations ici. Oh, c'est ça, je suis good. Assure-toi de. Pourquoi j'ai mis priorité? Je vais dire sécurité. Cool. Alors, la météo. C'est quoi la responsabilité du PIC envers la météo? Le PIC doit connaître toute l'information nécessaire à propos de la météo avant un vol. S'il t'avait de pleuvoir et moi je vais voler, c'était ma responsabilité de savoir ça. Si les nuages sont trop bas, ben, je peux pas dire ah ben les nuages sont trop bas, j'aurais pas pu savoir ça là. C'était sur un site bizarre dans un coin qui disait cette information là. C'est sur Nav Canada, on l'a vu ensemble. Et de deux, c'est ta job anyway. La job du pilote, c'est de savoir toute l'information nécessaire à propos de la météo. Euh, Moi, ce que je vous dis là, si une question du P-Star revient avec c'était la responsabilité du pilote à faire ceci, c'est ça la réponse. Moi, j'ai toujours une petite joke là. Si dans la tour de contrôle, quelqu'un a pété, c'est la responsabilité du pilote. Right? Si ça pue quelque part, c'est la responsabilité du pilote. Ici, il y a quelque chose qui se passe n'importe où, c'est la responsabilité du pilote de garder la sécurité et c'était sa job. Alors, c'est presque jamais la responsabilité de l'autre personne, toujours le pilote. En VFR, mon Dieu, la responsabilité du pilote est de rester VFR. VFR, on a vu, ça veut dire peut voir en dehors. Alors, s'il y a un nuage, la responsabilité du pilote est de rester en dehors de ce nuage-là. Même chose que le prochain point dit. S'il y a des nuages ou une section de visibilité basse, c'est la responsabilité du pilote de ne pas entrer dans ces nuages-là. Cool. Euh, ceci, ça veut aussi dire comme s'il commence à faire nuit, on peut pas dire ah ben je suis trop loin, j'aurais pas pu, je voulais atterrir mais la nuit était pas. Non, c'est pas savait pas, c'est ta job de savoir quand la nuit arrive et d'atterrir avant ce point-là, par exemple. Cool. Au décollage, le pic doit s'assurer que la piste est assez longue, même si on décolle d'une intersection. Alors, décoller d'une intersection, des fois ça arrive, des fois les contrôleurs veulent pas vous faire attendre jusqu'à aller en arrière de la piste, puis après décoller, des fois ils vont vous faire décoller de où est-ce que la voie de circulation rencontre la piste. Et ils vont vous dire est-ce que vous acceptez? Et c'est votre job de savoir, ok, il y a assez de pistes en avant de moi, oui ou non? Oui, je peux le prendre, ou si je me sens confortable, oui. Et sinon, je le prends pas. Et si un gros avion passait très près de la piste, il faut refuser et dire pourquoi. Dans ce cas-ci, ça revient à la surveillance de sillage, on va voir dans pas long. Mais essentiellement, je vais faire ça très vite. Un avion, quand ça passe, un gros avion, il y a comme. Ça fait beaucoup de turbulence, ça fait beaucoup d'air. Ça passe près de la piste, il va y avoir beaucoup de vent sur la piste et ce serait pas euh, sécuritaire de décoller. Alors si ça se passe, il faudrait juste dire euh,
Tour-Saint-Jean, euh, je me sens pas confortable de faire de décoller maintenant. J'aimerais attendre quelques minutes que la turbulence arrête à cause du vol de l'avion qui a passé. Quelque chose comme ça. C'est la responsabilité du pilote de dire à ATC la situation et de ne pas décoller après un gros avion qui a passé. I guess, faut toujours que je bouge quelque chose. Le transpondeur. Transpondeur, je fais ça rapidement, c'est essentiellement juste une petite boîte sur l'avion qui dit on est où. Ça transmet ça aux personnes nécessaires. Généralement, ATC vous donne le numéro à mettre à l'intérieur de votre transpondeur, mais s'ils ne le mettent pas, pour quelconque raison, peut-être vous décollez d'un aéroport sans tour. Si vous êtes en dessous ou égal à 12 500 pieds, vous mettez 1200 dans le transpondeur. Si vous êtes en haut de 12 500 pieds, en haut seulement, pas égal à 12 500 pieds, en haut de 12 500 pieds, vous mettez 1400 dans le transpondeur. Ils m'ont déjà pogné, pas dans le P-Star, mais dans l'examen de Transport Canada, ils m'ont dit si vous volez à 12 500 pieds, le transpondeur. J'étais comme perdu parce que je savais pas si c'était. Ok, c'est quand qu'on switch. C'est à 12 500, on est toujours en bas. Et quand on monte 12 501, c'est là on met 1400 dans le transpondeur. Le bidon ident, ça essentiellement, ça veut juste dire quand on pèse dessus, sur l'écran du contrôleur, tout va flasher rapidement et vous montrer vous. Souvent, c'est parce que quand on arrive à un aéroport, le contrôleur va vous trouver sur son écran. Alors, ils vont vous dire comme Alpha Delta Foxtrot, afficher ident et donner intention. Alors, avant de parler, je mets ident, puis après, je dis j'aimerais atterrir. Après, quand ils vont répondre, ils vont dire Alpha Delta Foxtrot identifié parce qu'ils vous voient sur la carte. Cool. Un circuit. Je vais rapidement, je vais passer aux images pour qu'on sache c'est quoi un circuit. Un circuit, là, c'est quand on a. Parce que si le vert, c'est la piste. Un circuit, c'est une petite forme qu'on fait pour décoller ou d'atterrir d'une piste. Des fois, on peut juste faire des tours, des tours, des tours. On peut pratiquer des atterrissages si on veut. Mais c'est aussi comme obligatoire pour si on veut venir atterrir la part du temps, si pas à un aérodrome contrôlé. Pensez-là un peu comme le. Comment je peux dire ça? Le driveway, là, le parking lot chez vous. Il y a une forme, il faut la suivre pour se stationner. C'est un peu la même affaire. Il y a une forme qu'il faut suivre pour atterrir. Des fois, de base, ça va vers la gauche. Alors quand on décolle, on tourne à gauche. Puis on fait juste des tours à gauche. Mais des fois, par cas échéant, ça peut aller vers la droite. Maintenant, allons dans les règles qui en lien avec la responsabilité du pilote dans le circuit. Quand on entre dans un circuit, si on nous dit on est autorisé à entrer dans un circuit, on interprète ceci comme étant capable d'entrer en vent arrière. Le vent arrière, on le voit ici sur l'image. Je pense que vous voyez pas ma souris, là. Mais vous le voyez, vent arrière et l'avion qui est là. On peut rentrer à n'importe quel point dans le vent arrière, en général. Euh, alors, quand on dit aller vers la piste, ben aller dans le circuit, ce serait de rentrer en vent arrière. Euh, Dans un cas, un circuit vers la gauche, on peut tourner à droite pour rentrer dans le vent de travers ou le vent au mi-vent arrière. Je sais pas pourquoi il y a une question du P-Stars sur comme c'est quand qu'on peut tourner à droite dans un circuit à gauche. C'est bizarre. Si on arrive de comme la, la droite de l'image, directement comme parallèle à la piste, on peut tourner à droite pour rentrer dans le vent de travers. Et si on arrive comme perpendiculaire à la piste, on peut tourner à droite pour rentrer dans le vent arrière. Puis après tourner à gauche constamment. J'espère que ça fait du sens. Sinon, textez-moi, je vais vous expliquer ça mieux. Là. C'est difficile de le faire sans visualiser quelque chose. Euh, L'avion Nordo, alors No Radio, peut voler 500 pieds au-dessus de l'altitude des circuits pour trouver de l'information importante. Alors des fois, à Saint-Jean par exemple, eux, ils ont un. Quand les planeurs ils volent, le circuit change de direction. Normalement, il est à gauche, mais
après il va à droite pour ne pas rentrer dans la zone de planeur. Alors dans cette situation-là, euh, ça se peut qu'un avion sans radio ne le savent pas parce que lui il rentre puis on lui a pas dit que ça changeait de direction. Un avion sans radio, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voler en haut de l'aéroport puis checker, ok, je vois des planeurs aujourd'hui puis je vois que tout le monde fait des circuits à la droite, je vais faire un circuit à droite d'abord. Peut voler à 500 pieds en haut pour regarder une information importante. Généralement, l'altitude des circuits est de 1000 pieds au-dessus de la piste. Généralement, c'est un peu arrondi aussi, là. Mais disons que dans notre exemple, la piste est à 300 pieds du niveau de la mer. Comme le sol est à 300 pieds du niveau de la mer. Dans ce cas-là, le- les avions qui volent, ils volent à 1300 pieds ASL. Dans un aérodrome contrôlé, voulant dire qu'il y a une tour de contrôle et quoi que ce soit, il faut rester. Ah, pardon, j'ai fait l'erreur dans ce que j'ai écrit. Euh, je m'assure ici que j'ai bien fait ça. Ouais, c'est ça. Le premier, je voulais dire contrôlé, contrôlé, puis le deuxième, je vais mettre non contrôlé. Je m'excuse. Aérodrome contrôlé, il faut rester 500 pieds en bas des nuages. Si les nuages sont trop bas, comme par exemple, si, dans l'exemple que j'ai dit, right, les pilotes volent à 1300 pieds ASL, mais disons que les nuages sont à 1200 pieds, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent voler 500 pieds en dessous des nuages. Et si c'est un aérodrome non contrôlé, mais il faut dire, j'ai dit non contrôlé, il faut juste rester en dehors des nuages. Il faut juste, si un nuage est en avant de nous, descendez. Ou en avant de vous, descendez. Pas nécessairement une distance requise, juste en dehors du nuage. J'espère que ça fait du sens. Voici encore le diagramme au besoin. On a la montée, le vent de travers, le vent arrière, la base et la finale. Parfait. Voici des exemples de questions. Mais semble que j'ai 2 pages de questions ici. Ouais, j'ai 2 pages. Lorsque le plafond est signalé à 1000 pieds couverts et la visibilité est de 3000, pour maintenir un vol VFR, un aéronef autorisé à se joindre au circuit doit le faire quoi? Euh, Voici une petite distinction. Pour ceux qui ont déjà appris sur le VFR spécial, oui, ceci est autorisé pour le VFR, mais le pilote ne doit pas faire VFR spécial. Je sais pas si ça fait sens, il n'est pas obligé de le faire. Alors, dans ce cas-ci, la réponse dire oh, il va faire VFR spécial, ça marche pas. Parce que on dit ce que le pilote est obligé de faire. Et le pilote a le droit de ne pas faire du VFR spécial. Alors, c'est pas réponse 4. Pour la plupart d'entre vous, ça vous dit rien, mais si vous connaissez déjà le VFR spécial, ignorez ça. Alors, dans ce cas-ci, on a 3 options qui nous restent. À 700 pieds AGL, à 500 pieds au-dessous de la base du nuage, ou aussi haut que possible sans pénétrer dans les nuages. Cool. Ben dans ce cas-ci, ils nous disent pas si c'est contrôlé ou non, right? C'est là que vous avez tort. On dit un aéronef autorisé à se joindre au circuit. Ça ne dit pas dans votre face que c'est contrôlé ou non, mais si c'est autorisé, ça veut dire que quelqu'un a contrôlé pour autoriser la personne. Alors c'est un aérodrome contrôlé. Dans ce cas-ci, la réponse ce serait 2. À 500 pieds au-dessous de la base des nuages. Parce que c'est un aérodrome contrôlé, les nuages sont trop bas. Parfait. Regardons ici. L'aérodrome est autorisé à entrer dans le circuit où le circuit se fait par la gauche. Sans autre autorisation de ATC, le pilote peut faire un virage à droite pour. Ce serait pour deux places spécifiques. Soit le vent de travers ou un virage à droite partiel pour joindre l'étape devant-arrière. Faut juste le savoir, celle-là, ce serait réponse 3. Comme je viens de dire, joindre l'étape devant-travers ou un virage à droite partiel pour joindre l'étape devant-arrière. Comme en dessous de moi ici. Si autorisé à décoller immédiatement à la suite d'une approche très basse et interrompre un gros aéronef, le pilote devrait. Ça, c'est ce que j'avais mentionné tantôt. On est autorisé à décoller. On est ici, on est en train de décoller. Un gros avion vient de faire ça. Peut-être qu'il voulait pas atterrir pour quelconque raison. Peut-être ça tentait de faire ça. Dans tous les cas, il y a trop de turbulence au sol. Il faut refuser. Il faut dire à ATC la raison. Alors, euh, allons dans les options. 1. Décoller immédiatement, faute de quoi les tourbillons de silage descendront dans sa trajectoire de vol. Horrible idée. C'est toujours mieux d'attendre. S'aligner sur la piste et attendre de pouvoir décoller en toute sécurité. Oui,
Mais généralement, c'est mieux de dire à ATC ce qu'on fait, non juste attendre. 3. Refuser l'autorisation de décollage et avertir l'ATC de la raison du refus. C'est une très bonne réponse. Et tirons 4 au cas où c'est mieux. Attendre 2 minutes après le passage de gros aéronefs puis décoller à son tour. Le 4, c'est techniquement vrai. Oui, on peut attendre 2 minutes, mais euh, il faut toujours parler à l'ATC de ce qui se passe. Eux, ils voient juste un avion qui arrête de bouger. Alors, il faut expliquer ce qui se passe. La réponse est 3. Refuser l'autorisation de décollage et avertir l'ATC de la raison de son refus. Continuons ici. Lorsqu'un aéronef est autorisé à l'arrivée à joindre le circuit, le pilote devrait joindre le circuit 1. Sur le parcours de vent arrière à la hauteur du circuit. 2. Du côté vent debout de la piste dans tous les cas. 3. Sur le parcours de base si celui-là lui convient. Et 4. En finale pour une approche directe. Vent debout, me semble, ça c'est un autre terme pour vent de travers. Dans ce cas-ci, la réponse c'est 1. Quand on est autorisé à joindre le circuit, on est autorisé à joindre en vent arrière, à la hauteur du circuit. Parfait. Continuons ici. Un pilote est autorisé à atterrir, mais s'inquiète de la composante de vent de travers. Le pilote devrait sortir complètement les volets et se présenter à une vitesse d'approche réduite, changer le cap et atterrir sur une piste mieux orientée en vent debout, l'interrompre d'approche et demander une piste orientée vent debout, poursuivre son atterrir car il faut se conformer à une autorisation. Alors, j'ai fait une erreur tantôt. Vent debout, c'est pas vent de travers, vent debout, c'est vent de face. Je m'excuse. Des fois, ils ont des termes différents. Moi, j'ai tout fait en anglais, là, alors j'apprends un peu la traduction de comment ils font ça. Réponse 1. Très mauvaise idée. Euh, Parce qu'il y a mieux. On peut faire mieux. Puis la réponse ne serait pas de comme voici comment piloter l'avion. Non, ce serait un choix de pilote. J'espère que vous voyez la différence. Là. C'est pas un choix de pilote. C'est comment piloter l'avion. Tu peux changer de cap et atterrir sur une piste mieux orientée. Ça ferait du sens si on voit pas le quatrième mot de la question. Un pilote est autorisé à atterrir. C'est un aéroport contrôlé. On ne peut pas décider où on atterrit un aéroport contrôlé. Il faut qu'on nous dise où atterrir. Ça se peut qu'une autre piste est fermée pour aucune raison. On ne peut pas juste le choisir. Ce serait 3. Interrompre l'approche et demander une piste orientée en vent debout. Ça, c'est la meilleure réponse. Et question 4, c'est un peu stupide. Poursuivre son approche atterrir car il faut conformer à une autorisation. Pas du tout vrai. L'autorisation, on a le droit de refuser si on veut. Et encore plus, il y a un problème de sécurité avec. En bas ici. Des dimensions de l'espace aérien terminal ainsi que les fréquences VHF des divers secteurs pour certains aéroports canadiens à forte densité de trafic sont publiés. Moi, je me suis fatigué en lisant ça. Essentiellement, les dimensions de l'espace aérien, c'est quoi? C'est où est-ce que les espaces aériens commencent et finissent. Ça, c'est publié dans les cartes VTA et VNC. Faut juste savoir ça. Pas dans le CFS, pas dans le M ou le MTC. Et ouais, c'est les cartes VTA et VNC. C'est ça la seule réponse. En dessous de nous, sauf instruction contraire de la TC, lorsqu'on vole VFR, les pilotes affichent le code 1200 heure ou, à ou en dessous de X pieds et le code X, je sais pas, quelque chose, lorsqu'on vole au-dessus de cette altitude. Ça, on l'a vu. L'altitude, ce serait 12 500 pieds et le code 1400 qui en est plus haut que ça. J'espère que ça fait du sens. Continuons. Parce que si c'est vraiment une question de mémorisation, il n'y a rien à faire. C'est juste mémoriser oui ou non. Un élève pilote effectue un vol VFR qui est. Oh my god. Un élève pilote effectuant un vol VFR sur un vecteur radar de la TC. Devant, à une altitude inférieure, se trouve une couche de nuages non fragmentés. Le pilote devrait. Je m'excuse, c'est minuscule sur mon écran là. Pour vous, ça prend l'écran au complet, mais pour moi, sur mon écran, peut-être comme je dirais un quart ou un tiers de mon écran est ce que je vois. Alors c'est vraiment difficile de dire ça. Nos options sont monter au-dessus des nuages et voler en VFR au-dessus des nuages, modifier son cap de façon à demeurer VFR et en informer ATC, maintenir son cap et son altitude car il s'agit d'une autorisation ATC, et 4. Maintenir son cap et son altitude étant donné que l'ATC est au courant de la nébulosité et lui transmettra d'autres instructions.
Ça revient à ce que je mentionnais tantôt. C'est toujours la responsabilité du pilote de rester VFR et de s'assurer de la sécurité. Réponse 4, là, ça c'est dire ah ben c'est pas ma job, c'est le contrôleur qui va me dire quand bouger. Non, non, c'est votre job. Réponse 1, ça n'a pas de sens parce que ça, il faut une licence spécifique pour VFR au-dessus des nuages, alors ignorez ça. Alors ça nous laisse avec modifier son cap de façon à demeurer VFR, son altitude. Si on sort du VFR, c'est notre faute. Il faut rester VFR et comme j'ai mentionné tantôt, l'autorisation, c'est pas, on n'a pas besoin d'y conformer, on peut y refuser. Et encore plus quand c'est une question de sécurité. Alors la réponse serait 2, modifier son cap de façon à demeurer VFR et en informer l'ATC. Parfait. Parlons de la turbulence de sillage. C'est quoi? Avant autre chose, je veux vraiment vous montrer une image. On la voit à gauche ici. Essentiellement, la turbulence de sillage, c'est au bout des ailes, quand l'air passe, l'air fait des petits tourbillons. Ok? Euh, Est-ce que je l'ai écrit? Non, je l'ai pas écrit, je vais trouver ici. Euh, sur le côté gauche, ils vont en sens horaire et le côté droit, ils vont en sens anti-horaire. Ok? Euh, Ceci peut causer beaucoup de problèmes ou de troubles et on va voir ça ici. Ouais, la turbulence anti-sillage, c'est un mouvement de l'air qui est causé par le diesel et peut être très dangereux. C'est plus intense quand l'avion est propre, voulant dire pas de volet sorti et le train d'atterrissage est rentré. Oh, j'ai oublié de mettre une parenthèse. Quand l'avion est lourd et lent. Propre, lourd et lent. Sachez ça. Euh, Ça existe seulement avec la portance. Alors, quand il n'y a pas de portance, quand l'avion n'est pas en train de voler, il n'y a rien. C'est pas l'air qui passe nécessairement, c'est la portance qui est créée qui cause les tourbillons au bout des ailes. Et ça existe aussi pour les hélicoptères, et ça c'est affecté par la taille et le poids de l'hélicoptère. Ça, il faut juste le savoir pour le pisteur. Um, ouais, la turbulence de sillage, ça peut vraiment affecter plusieurs affaires. Un gros avion comme ça, là, comme ce qu'on voit sur l'image, si moi, je me mets dans ces tourbillons-là en arrière, mon avion, ça se peut qu'il fasse un flip complet puis je meurs. C'est simple comme ça. C'est beaucoup d'air qui bouge très rapidement, très fort. Um, J'ai rien d'autre à dire sur ça. Ce qu'on voit sur. C'est pas ça que je voulais faire. Sur la. My god. Ok. Sur où est-ce que ma face est maintenant. C'est que la turbulence sillage, comme j'ai mentionné, existe seulement quand la portance existe. Alors quand on atterrit, la seconde qu'on touche le sol, il n'y a plus de portance, il n'y a plus de turbulence de sillage. Et quand on décolle, tout le temps qu'on roule, il n'y en a pas. Et la seconde qu'on décolle, il y en a. Et c'est aussi le plus fort quand on décolle. Si on voudrait atterrir, disons, après l'avion qui vient d'atterrir, et on ne veut pas rentrer dans sa turbulence de sillage, il est mieux d'atterrir plus loin. Est-ce qu'on voit pourquoi? La turbulence de sillage, ça va vers l'arrière. Alors nous, on va atterrir plus loin que ça. Et même chose, si un avion vient de décoller euh, avant nous, c'est mieux de décoller avant cet avion-là. À un point avant cet avion-là. Pour minimiser la turbulence de sillage. La turbulence de sillage, ça tombe et ça va vers l'arrière de l'avion. Ça, je pense, ça fait du sens. Je me demande si j'ai oublié quelque chose. Me semble que non. Me semble. Ah oui! La turbulence ben, les tourbillons en bout d'aile peuvent rester sur une piste s'il y a de l'air qui passe. Je pense qu'on voit ça dans les questions. Mais un petit vent peut faire rester assez longtemps, jusqu'à comme 5 minutes. Alors, même si on le voit pas, ça se peut qu'il reste là. Rentrons dans les questions. Je m'excuse, je pitch ma caméra partout aujourd'hui, je m'excuse d'ailleurs. Quel effet, quel effet Quel effet aura un léger vent de travers sur les tourbillons d'extrémité d'aile causés par un avion qui vient juste de décoller? Un léger vent de travers ferait 1. Pourrait maintenir un tourbillon sur la piste sur une période relativement longue. 2. Dissipera rapidement les puissances des deux tourbillons. 3. Dégagera la piste de tout tourbillon. Et 4. N'influera pas le mouvement latéral des tourbillons. Alors, que si la réponse est 1. Ça peut le pousser, ça peut pas le pousser. Des fois, l'air fait juste l'entraîner à rester là. C'est bizarre. Regardons en bas à droite. En bas, oh mon dieu, en bas à gauche ici. Je m'excuse la gang, je suis plus dedans. Le pilote d'un aéronef léger
qui suit de près un aéronef plus lourd en approche finale devrait planifier son approche de l'atterrissage, ça c'est ce qu'on vient de voir il y a une seconde, de façon à ce que le point de toucher soit au-delà de celui de l'aéronef, de façon à ce que le point de toucher soit à l'avant, de façon à ce que le point de toucher coïncide, ou à gauche ou à droite du point de toucher. On l'a vu, euh, les tourbillons finissent quand ils touchent à terre. Alors ce serait mieux d'atterrir plus loin. En dessous de moi ici. Lequel des énoncés concernant les tourbillons d'extrémité d'aile est faux? Ces tourbillons se trouvent normalement et en arrière de l'aéronef. Ça, c'est vrai. En dessous et en arrière. Ça, je l'ai mentionné. Alors, ça, c'est vrai. Par un vent léger de travers, un tourbillon peut demeurer stationnaire au-dessus du sol pendant quelques temps. Ça aussi, c'est vrai. Alors, c'est pas ça la réponse. Le mouvement latéral des tourbillons, même par vent nul, peut déplacer un noyau tourbillonnaire au-dessus d'une piste parallèle. Ça aussi, c'est vrai. Des fois, même par presque pas beaucoup de vent, ça va juste tout bouger sur l'autre piste à côté. Alors, des fois, même l'autre piste est pas sécuritaire. Au 4, ces tourbillons sont causés directement par le souffle du réacteur. C'est pas vrai ça. C'est pas le réacteur qui cause les tourbillons, c'est vraiment la portance sur le bout des ailes. Cool. Rentrons dans l'aéromédical. Euh, alors, je vais commencer en disant si on se sent malade, pour quelconque raison, faut pas faire un vol. La phrase qu'on m'a dit là, c'est better be you're in the air than air wishing you were on the ground. Alors, I guess en français, ce serait juste c'est toujours mieux d'être à terre en voulant être des airs que être des airs en voulant être à terre. Rentrons dans les règles. Dans les faits qui peuvent aider pour l'examen. Les dommages aux oreilles, hors d'un tympan, ça arrive plus qu'autre chose en descente en aviation. Et pour combattre ça, quand il y a une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'oreille, on peut avaler, bailler la manœuvre Valsalva. Ça, je vous laisse chercher c'est quoi la manœuvre Valsalva par vous-même. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est ces trois affaires-là avaler, bailler ou manœuvre Valsalva pour le pisteur. Il y a aussi beaucoup de restrictions de temps quand ça vient à l'aéromédical. Alors, si on boit de l'alcool, on ne peut pas voler pendant 12 heures de temps. Et il suggère 24 heures au moins si on boit beaucoup d'alcool. Dans ce cas-ci, ça devrait vous affecter aucunement dans vos vies. Pour l'instant au moins. Parce que j'espère que vous ne buvez pas à votre âge. Mais c'est important pour le blister. Si on a une plongée sous-marine avec des paliers de décompression, il faut 24 heures jusqu'au temps de voler. Ça, c'est parce que ce qui peut se passer dans ce cas-là, si on va super bas en haut de la mer, puis après on monte vraiment haut, en une période assez courte de temps, on peut avoir ce qu'on appelle the bends. Puis ça, c'est pas le fun du tout, du tout. C'est horrible pour notre corps. Ça fait que tout s'enflamme, puis on peut mourir de ça. Pas le fun. Si on fait un don de sang, il faut attendre 48 heures entre le don de sang et un vol. Si on a une anesthésie locale, il faut attendre 24 heures jusqu'au vol. Et si on a une anesthésie totale, en chirurgie, il faut que le docteur nous laisse piloter. J'ai déjà eu une anesthésie totale, puis j'étais pas en forme de piloter le jour d'après ou le jour d'après après. Je vous promets que c'est une bonne raison. L'hypoxie, là, c'est le manque d'oxygène au cerveau. Le cerveau fonctionne vraiment, vraiment très mal sans oxygène. On peut trouver des vidéos en ligne de pilotes de chasse, par exemple, de personnes très intelligentes qui, même eux, sans oxygène ou avec de l'oxygène réduit, sont pas capables de jouer des jeux d'enfants, de mettre le cercle dans le cercle, par exemple. Ils sont en train de comme, le frapper ensemble, puis sont plus là. Si vous ressentez des symptômes d'hypoxie ou d'hyperventilation, ce qui est aussi l'hyperventilation, ça pourrait emmener à l'hypoxie. L'air rentre pas assez longtemps pour aller au cerveau. Il faut ralentir la respiration jusqu'à 12 fois par minute. C'est ça la seule affaire qu'on peut faire. Et l'alcool empêche cette tolérance-là à l'hypoxie. La fatigue ralentit les réflexes et la provocation d'erreurs stupides d'inattention. Ça, c'est une phrase qu'il faut juste savoir. Chercher erreur stupide d'inattention, et ça, c'est la réponse dans le blister. Euh, dormez bien. Right? Nous, sur mon camp, cet été, j'ai signé un contrat, puis j'ai été forcé tous les soirs de me. Forcé, là. Il fallait légalement que je me couche à 9h30, et il fallait légalement que je mange un déjeuner tous les matins. J'ai signé ça. Là. Alors moi, je me couchais à 9h30, je me réveillais à 4h, puis je commençais ma journée. Je faisais mon uniforme. Je parle pas de Power aujourd'hui,
je vais juste me concentrer sur ça, je m'excuse la gang. On peut pas prendre un médicament quelconque, point. À moins qu'un docteur nous a consulté et il nous dit qu'on peut le prendre. Right? Même si c'est du Tylenol, on peut pas en prendre. Euh, ouais, tout médicament, point. La certification médicale, ça c'est le Transport Canada médical, ça se peut que quelques-uns d'entre vous l'ont déjà fait. Il dure des temps différents basés sur l'âge. Si vous avez en dessous de 40 ans, la certificat dure 60 mois. Et en haut de 40 ans, ça dure 24 mois. En haut de 60 ans, ça dure 12 mois. Mais on n'a pas besoin de savoir ça pour le P-Star. Alors, je ne l'ai pas écrit. Rentrons dans nos questions, puis il me semble, moi j'ai fini après ceci. Une quantité relativement faible d'alcool affecte la résistance de l'effet de l'époxy. Cette résistance diminue lorsque l'altitude augmente, augmente lorsque l'altitude augmente, n'est pas modifiée par le changement d'altitude ou demeure constante jusqu'à 6000 pieds. On l'a vu, la résistance diminue lorsque l'altitude augmente quand on boit de l'alcool. Je regarde en bas ici. Le certificat médical canadien de pilote privé âge 40 ans ou plus est valide au Canada pour une période de, on l'a vu, on vient de le voir, 24 mois. Dans ce cas-ci, c'est réponse 2. En ce qui concerne la fatigue, lequel des énoncés ci-dessous correspond avec l'information euh, dans les renseignements médicaux de l'INDTC? Ça, je dis, dans la fatigue, là, quand vous voyez la fatigue dans une question, cherchez erreur stupide d'inattention. Et on voit ici 2. La fatigue ralentit les réflexes et provoque des erreurs stupides d'inattention. Parfait, c'est ça qu'il faut. Et finalement ici, au cours d'une descente rapide, le dégagement des oreilles est facilité par la déglutition, l'ouverture toute grande de la bouche ou le bâillement, la manœuvre Valsalva ou toutes les réponses précédentes. C'est réponse 4, toutes les réponses. Parfait. Alors, ce qui reste, ça va être un gros cours au prochain cours. Là. Et ça va être long pour moi et gossant pour moi. J'espère faire ça là, avant que je revienne. Il me reste quelques jours avant de revenir au Canada. Alors, j'essaie ça. Euh, je vais donner un cours de plan de vol, l'itinéraire de vol. Un cours d'instruction versus autorisation. Opération aérienne. Des cours d'espace aérien. D'autres espaces aériens. Il y a beaucoup d'espaces aériens ici. Des faits d'aviation. Et ça devrait conclure le tout. Après ça, vous devrez avoir des 100% sur tous vos examens de P-Star si vous étudiez puis vous pratiquez. Et bien sûr, ces examens de P-Star-là, comme j'ai mentionné, sont pas mal proches des examens de PPTC ou GPTC ou CFPP en français. Et ça devrait être ça. Passez une très belle journée. J'espère que la vidéo anglaise devrait sortir d'ici demain. J'espère. Passez une très belle journée tout le monde.